Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors le programme est assez chargé. On va parler de Satoshi Nakamoto. Vous ne connaissez pas cet homme ou ce groupe d'hommes car il est toujours inconnu. Eh bien écoutez, vous allez en découvrir plus sur cet homme qui a peut-être changé la face du monde. On va parler de Power On Xbox. Je vais revenir dessus. On va parler de Forspoken. Luminous Productions nous a créé un nouvel Harry Potter. Est-ce que cet Harry Potter Made in Luminous Productions sera à la hauteur? On va parler de Xbox Series X Elite. C'est quoi ça? Eh bien vous allez le voir. On va parler de Minecraft. Il y a juste un projet fou qui a été fait sous Minecraft. Eh bien écoutez, je vais vous en parler. Vous allez voir, c'est juste dingue. On va parler de AMD et Qualcomm qui commencent à râler auprès de TSMC. On va parler de Alder Lake Intel. Et oui, Alder Lake Intel, vous allez voir pourquoi. Et on va finir sur The Witcher 2, bien entendu la série. J'ai vu les 6 premiers épisodes, il n'y aura aucun spoil, mais je vais dire ce que j'en pense. A tout de suite. Alors on va commencer par Satoshi Nakamoto. Il y a une série qui est apparue sur Arte, très intéressante. 6 fois 10 minutes, je mettrai bien entendu le lien en description, je vous la conseille vivement, ça dure 1 heure en tout, et ça parle de quoi? Eh bien de Satoshi Nakamoto, et plutôt, on va dire de la création, de la naissance du Bitcoin. Et oui, cet homme ou ce groupe d'hommes inconnus, parce qu'à ce jour on ne sait toujours pas l'identité de cet homme, a créé le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il voulait libérer la monnaie des États, il voulait une monnaie sans contrainte. Ça ne veut pas dire une monnaie mal utilisée à mauvais escient, mais une monnaie utilisée sans contrainte. Et donc il a fait un code assez particulier puisqu'il fallait éviter le double échange. Le double échange c'est quoi? C'est-à-dire que finalement quand vous donnez un billet de banque, eh bien vous êtes sûr que le billet de banque est transféré d'une personne A à une personne B. Par contre dans le monde virtuel, dans le monde de l'informatique, vous pouvez faire des CTRL-C, CTRL-V comme vous le savez. C'est-à-dire que vous pouviez donner par exemple un billet virtuel, mais ce billet vous pouviez l'avoir dupliqué avant. Ce qui rend la monnaie totalement inutilisable car personne n'aurait confiance en cette monnaie. Eh bien lui il a créé le code, Satoshi Nakamoto, il a créé un code virtuel qui permet, un code informatique qui permet d'éviter ça. C'est le premier à l'avoir créé, alors lui ou un groupe de personnes, on ne sait pas trop. Et surtout, il a donné ce code libre d'accès en 2008, durant la crise des subprimes. Et oui, la crise des subprimes est arrivée, le monde entier s'est aperçu de la faiblesse de la finance, on commençait à douter des établissements financiers et c'est là que lui, il a lâché ce code gratuitement et c'est là que le Bitcoin a vraiment pris son essor. C'est un documentaire très intéressant, on voit aussi pourquoi il a disparu, etc. Donc je vous le conseille vivement, ce documentaire, et le lien est en description. Et un autre documentaire, décidément, je vais vous conseiller beaucoup de documentaires, c'est Power On de Xbox. J'ai vu le 2e épisode, c'est juste dingue. C'est juste dingue comment la Xbox a été créée face aux résistances internes de Microsoft. On voit aussi un peu la tyrannie de Bill Gates, rien n'est caché, je vous le dis dans ce documentaire, c'est très intéressant. Il y a même des passages assez surréalistes quand on apprend ce qu'ils ont fait pour pouvoir créer la Xbox. Bref, je vous conseille vivement ce documentaire, même si vous n'aimez pas, comme je vous l'ai dit, Xbox, Microsoft, regardez, c'est très intéressant et très instructif. On a eu également une interview des développeurs de Luminous Productions sur Forspoken. Vous savez, Forspoken, on va être une magicienne qui va se promener dans un monde avec, j'espère, un background intéressant et plutôt épais, et peut-être des missions secondaires également. Donc on va se balader dans un monde, alors ouvert, c'est plutôt semi-ouvert d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire plutôt comme God of War. On aurait des zones ouvertes, mais ce serait des zones et non pas un monde entier comme par exemple dans Halo Infinite, dont je reparlerai bientôt car j'ai quasiment fini ce jeu. Et donc Forspoken est basé sur le moteur de jeu Luminous Engine de Square Enix. On verra ce que ça va donner visuellement parlant, on verra si effectivement on a fait un saut par rapport à la génération actuelle en termes de visuel, de rendu bien entendu. On verra également les possibilités de la magicienne qui ont l'air nombreuses en termes de sort, en termes de déplacement aussi, ça a l'air assez intéressant. Toujours pareil, j'attends de voir si le monde ne sera pas trop vide, j'attends de voir la quête principale et les quêtes secondaires pour juger vraiment de ce jeu. Ah, on a eu aussi le travail de Let's Go Digital, je vous en avais déjà parlé de ce groupe qui crée finalement, qui visualise comment pourraient être les prochaines consoles, en particulier la PS5 Slim, PS5 Pro, ils ont fait un travail excellent. Je vous rappelle que Let's Go Digital avait prévu plus ou moins comment serait la PS5 et ils ne s'étaient pas trompés, ils étaient très proches de la vérité. Et là, effectivement, ils ont fait un design pour la PS5 Slim, PS5 Pro, j'en avais déjà parlé et j'avais parlé de la puissance qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait espérer en 2023-2024 pour cette future console potentielle. Et bien, ils ont fait la même chose pour la Xbox Series X qu'ils ont appelée Xbox Series X Elite, comme la manette. Donc potentiellement, il pourrait y avoir donc une console effectivement Xbox Series X Elite Pro en 2023-2024. Rien n'est moins sûr, mais on ne sait jamais.
Et bien entendu, c'est comme pour la PS5, elle bénéficiera du Zen 4, elle bénéficiera probablement aussi du RDNA 3. RDNA 4, la future architecture de AMD, on va déjà passer en RDNA 3 fin 2022. RDNA 4 devrait arriver un peu trop tard, fin 2023-2024. Mais sait-on jamais, s'ils sortent justement la console plutôt en 2024, ils pourraient bénéficier, comme la PS5 Pro d'ailleurs, de ce RDNA 4. À voir bien entendu. Donc toujours pareil, on va un peu plus que doubler la puissance théorique, c'est-à-dire que grosso modo, on passerait peut-être à 25 teraflops, voire 30 teraflops sur cette hypothétique Xbox Series X Elite. On attendra d'en savoir plus, de savoir effectivement ce que veut faire Xbox, Microsoft. Est-ce qu'ils veulent continuer dans la puissance ou est-ce qu'ils veulent plutôt cibler une relation entre les serveurs à distance et une puissance locale, c'est-à-dire augmenter tout ce qui est dématérialisé, le xCloud, le Game Pass, avec une puissance externe, une puissance qui viendrait compléter la puissance d'une console sur place. Tout ça, j'espère qu'on en saura un peu plus dans les mois à venir. Alors, il y a un projet juste dingue, et je vous mettrai encore le lien dessous cette vidéo, de Samiru, qui a fait un projet qu'il présente sous YouTube, sous Minecraft, projet qui a duré 7 mois de conception sous Minecraft, c'est juste énorme. Il a créé un processeur 8 bits, 1 Hz de fréquence, alors oui ça pourrait faire sourire, mais tout de même vu le résultat on ne sourit pas, et avec 256 octets de RAM, il a tout construit avec les assets qu'il y a sous Minecraft. Vous savez, il y a la possibilité finalement de faire de la logique sous Minecraft, avec des portes, avec des leviers, etc., des torches et j'en passe. Et ainsi, il a créé un vrai processeur avec toutes les parties que compose un processeur. Regardez cette vidéo, c'est juste absolument fascinant. Bien entendu, c'est un processeur de base, mais ça nous rappelle justement la construction de base d'un processeur et il obtient un résultat assez fabuleux parce qu'on peut jouer à Tetris, enfin il présente, on peut jouer à Tetris, à Snake, des anciens jeux bien entendu. Il y a même une calculatrice graphique qui est incorporée. On peut faire des graphiques selon des calculs mathématiques avec ce processeur. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit aussi ce processeur découpé par bloc. Il a construit tout ça par bloc, c'est-à-dire l'unité de mathématiques, les input-output, les registres, les caches, la mémoire cache, etc., etc. C'est très intéressant à regarder, c'est juste énorme. Alors d'après la vidéo, ça ferait à peu près l'équivalent d'un stade de foot, ce processeur, ce mini processeur ferait l'équivalent d'un stade de foot en termes de grandeur. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est courte et ça prouve quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés. Alors une nouvelle qui est très intéressante parce qu'elle confirme ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire que AMD et Qualcomm, vous savez, surtout AMD, eh bien, commencent à râler auprès de TSMC parce qu'ils trouvent que Apple est un peu trop présent chez TSMC, qu'ils sont un peu trop favorisés par TSMC. Bon, il faut comprendre un peu TSMC, hein. Apple, c'est quand même un quart du chiffre d'affaires de TSMC, c'est juste énorme. Alors ça ne veut pas dire un quart de la production, parce que bien entendu, Apple est sur les process les plus avancés, donc les process qui coûtent le plus cher, ce qui veut dire que Apple paye plus la plaquette de silicium que ne paye AMD, Qualcomm ou d'autres clients, mais quand même, un quart du chiffre d'affaires de TSMC, c'est quand même énorme. Et donc, AMD qui est troisième client quand même, et qui va peut-être passer deuxième client, ils ont 4,5% eux du chiffre d'affaires AMD, et juste devant eux, il y a qui? Eh ben, il y a Mediatek, vous connaissez bien entendu, par exemple, c'est les puces HDMI 2.1 que vous connaissez, vous en avez entendu parler pour le VRR et le ALLM, je vous en ai déjà parlé assez souvent. Chez Sony, chez le XH90, c'est la PS5 bien entendu, eh bien c'est des puces Mediatek. Et donc AMD devrait peut-être doubler Mediatek et devenir le deuxième plus gros client de TSMC. Oui, mais ils n'ont toujours pas droit aux process les plus avancés comme le 3 nanomètres qui va bientôt arriver fin 2022. Voilà pourquoi AMD s'intéresse maintenant de près à Samsung. En fait, c'est peut-être aussi un moyen de pression pour dire à TSMC, attention, si vous ne nous offrez pas des places en 3 nanomètres, on partira chez Samsung. Tout le monde veut y être. Il faut savoir que par exemple Nvidia, Nvidia sont 6e. Et oui, ils ont quand même une position assez importante déjà chez TSMC. On croirait qu'ils sont chez Samsung, mais ils sont également chez TSMC. Et Intel 10e position. Pour l'instant, ils sont petits. Mais on parle possiblement qu'ils deviendraient les 3e plus gros clients de TSMC rapidement. Vous savez que Pat Gelsinger est allé négocier, comme j'en ai parlé dans une dernière vidéo, il est allé négocier chez TSMC une place peut-être en 3 nanomètres. Et justement, parlons de Pat Gelsinger de Intel, ils vont sortir apparemment Alder Lake 12900 KS. Et pourquoi le S? Eh bien, c'est un spécial, on va dire un CPU un peu spécial. Et pourquoi ils font ça? Eh bien, pour contrer AMD qui vont revenir sur la série 5000 avec un nouveau cache.
mémoire cache 3D V-Cache qui permettrait une augmentation dans les jeux de 15% de performance selon AMD. Et donc Intel veut réagir avec son 10 nanomètres super fin, je vous rappelle toujours, ils sont toujours en 10 nanomètres super fin, ce qui pose un petit problème. Et donc avec leur 12900KS, que vont-ils faire? Eh bien tous les cœurs, et non plus quelques cœurs, tous les cœurs seront à 5,2 GHz en fréquence boost max, bien entendu, pour pouvoir contrer AMD. Ça permettra effectivement un gain potentiel, je dis bien potentiel, de performance. Sur les jeux, on verra. Mais ça risque quand même de chauffer beaucoup. Alors il faut savoir que le 12900K en 125 watts bridé, ça veut dire que c'est bridé à 125 watts maximum, est quand même très performant. Mais si on le débride, pour lâcher, on va dire, les chevaux, déjà il fait 270 watts mesurés. Le 12900K 270 watts, imaginez lorsqu'on lâchera tous les cœurs à 5,2 GHz, ça risque de chauffer beaucoup. Alors on va parler de The Witcher 2, alors pas de spoil bien entendu, je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense, j'ai vu 6 épisodes sur 8, écoutez moi j'aime beaucoup, c'est de la dark fantasy comme j'aime, avec de l'humour et bien entendu un côté quand même beaucoup plus sombre dans cette saison 2, et une grande maturité je trouve, elle a gagné en maturité par rapport à la première saison. En plus cette série s'est débarrassée de son problème de poids dans la première saison, c'est-à-dire toutes les chronologies temporelles qui étaient différentes et complexes à comprendre pour ceux qui n'avaient pas lu les livres, et même ceux qui avaient lu les livres parfois ils étaient un peu perdus, là au moins on suit à notre époque différents protagonistes de la série, en particulier bien entendu Yennefer, Ciri et Gérald de Rive, les principaux protagonistes de cette série. Je trouve d'ailleurs que les personnages se sont épaissis. Henry Cavill est toujours aussi bon dans son rôle de Gérald de Rive, il avait vraiment envie de jouer ce rôle, il aimait beaucoup les livres, en particulier de Andrzej Sapkowski, et il voulait jouer ce rôle, et il le tient très très bien en tant que sorceleur. Mais là où je trouve que la performance s'est nettement améliorée, c'est Ciri. Et oui, Ciri. En effet, dans la première saison, je n'étais pas totalement convaincu par ce personnage, par rapport, bien entendu, au jeu, j'ai joué à The Witcher 3, mais surtout par rapport au livre, je la trouvais un peu trop en retenue, un peu trop terne, un peu trop faible, entre guillemets, inexpressive quelque part aussi. Là, je trouve qu'elle a gagné énormément en maturité, telle que d'ailleurs l'actrice, et ça se voit, on peut être surpris d'ailleurs entre la saison 1 et la saison 2, puisqu'il se passe entre guillemets juste 5 minutes après la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, mais bon, voilà, on n'est pas dans Harry Potter où chaque fois il y avait des vacances d'été qui pouvaient expliquer que les personnages grandissaient, mais en tout cas au moins l'actrice a gagné en termes de jeu, en termes d'expression, je trouve qu'elle joue beaucoup mieux, et ça se voit à l'écran et ça me fait extrêmement plaisir. Yennefer, on l'a critiqué beaucoup avant qu'elle ne démarre la saison 1, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se référaient bien entendu au jeu The Witcher 3, et elle n'était pas du tout comme dans le jeu, mais moi je trouve qu'elle tient très bien le rôle, Yennefer, elle est juste excellente l'actrice dans ce rôle-là. Alors bien entendu, il y en a qui ne vont pas aimer The Witcher tout court. Pourquoi? Parce qu'ils pensent retrouver Game of Thrones. Ça n'a rien à voir avec Game of Thrones ou la saga d'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est une saga chorale, c'est une saga immense avec des grandes batailles. Quant à Game of Thrones, c'est une saga immense avec des enjeux politiques énormes, avec plein de personnages. Regardez la famille Stark, le nombre de personnages qu'on suit durant les 8 saisons de la saga, c'est juste énorme. Et donc, bien entendu, ça n'a pas du tout la même ampleur. The Witcher, c'est autre chose. The Witcher, on va suivre quelques protagonistes, en particulier 3, dans leurs aventures, entre ironie et beaucoup de dark fantasy, mais ça n'a pas tout à fait la même ampleur, même s'il y a un enjeu politique derrière. L'enjeu politique ici sert juste de toile de fond. On suit plutôt des aventures de personnages héroïques dans un monde de dark fantasy. Mais si vous acceptez ça, eh bien cette série peut être faite pour vous. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer parce qu'ils s'attendent à une lecture exacte des livres. Et c'est ça le problème, c'est quand on retranscrit des œuvres au cinéma ou en série, on va s'écarter peut-être effectivement de la lecture des livres telle qu'elle est retranscrite par l'auteur des romans. Mais moi je vous ai déjà expliqué, je suis content que ça s'écarte des romans si c'est bien retranscrit à l'écran, si l'histoire qui est proposée est intéressante, si bien entendu l'idée des showrunners est intéressante et bien portée, comme je vous l'ai expliqué, à l'écran. C'est ça l'essentiel. Et pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, même si on s'écarte effectivement sur certains plans de l'histoire narrative de Andrzej Sapkowski, on est quand même dans une histoire très intéressante et qui est plutôt bien maîtrisée. Les décors et les costumes sont de niveau, les monstres aussi. En particulier, le premier épisode de la saison 2, je ne vous en parle pas, mais j'ai trouvé que l'aspect du monstre est hyper bien représenté, a été très bien amené et très inquiétante. Je trouve que ça a été juste fabuleux. On peut parler également de la photographie qui est toujours un peu sombre, mais pour servir à la dark fantasy, c'est assez normal dans le monde du sorceleur. Il y a du rythme, même si bien entendu il y a des passages qui sont plus narratifs, plus dans le contemplatif, c'est normal, c'est l'œuvre de Sapkowski aussi. Il y a des passages qui sont plus lents, mais il y a quand même du rythme dans cette série, en tout cas sur les 6 premiers épisodes. Donc moi j'en suis pleinement satisfait. Et donc je vous la conseille vivement si vous aimez bien entendu l'heroic fantasy, plutôt la dark fantasy ou la fantasy tout court. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.